Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue pour ce point presse qui va vous détailler l'organisation qui est mise en place pour affronter la crise Covid-19 avec pour focus les personnes vulnérables et qui fait suite aux travaux engagés par le groupe Institutions à risque de l'OCC, plus simplement GIR, présidé par Monsieur le Préfet Karl-Alex Ridoré, qui m'accompagne pour ce point de presse. M'accompagne également Monsieur Emmanuel Michelian, secrétaire général de la FIPA, Monsieur Marc Roder, directeur de l'EMS des Martinets à Villars-sur-Glâne, Monsieur Rémi Boccacci, membre de l'OCS et représentant des médecins répondants en EMS, Madame Sandra Lamblay-Moulin, directrice du réseau santé et sociale de la Broye, Madame Christine Meuvely, Coordination Stelle Gesundheitsnetz Sense. Ces derniers jours, l'attention s'est focalisée sur la mise en place de la stratégie hospitalière. Pour rappel, la stratégie cantonale définie par l'organe de conduite sanitaire vise à éviter un engorgement au HFR par la création de filières Covid dans plusieurs districts, une centralisation des soins intensifs à l'HFR Fribourg ainsi qu'une collaboration avec le HIB et bien sûr évidemment les médecins installés. Cette stratégie devait être complétée par un volet que j'appellerais terrain, c'est-à-dire en tenant compte des personnes fragilisées prises en charge au début du mois en dehors du système hospitalier, à savoir les résidents et résidentes des EMS ou autres institutions à risque et les patients et patientes de soins à domicile. Nous parlerons aujourd'hui principalement des EMS et des soins à domicile. D'autres points presse seront consacrés plus en détail à certaines institutions ou projets novateurs dans les jours qui vont suivre. Au sein de l'OCS, M. Ridoré et les membres du GIR ont travaillé sur cette prise en charge avec en point de mire un seul objectif, soit celui de la sécurité et de la dignité des personnes prises en charge et de leurs proches. J'aimerais relever que nous avons depuis des années l'habitude de travailler ensemble, l'ATSAS, les préfets, les fêtières des institutions ou organisations sanitaires et sociales, au niveau des districts ou encore des communes. Et j'aimerais toutefois souligner l'immense engagement qui prévaut ces derniers temps à tous les niveaux. Et je suis vraiment très touchée de constater cette solidarité qui se ressent tous les jours sur le terrain. Je vais passer maintenant la parole à M. Ridoré qui va décliner le dispositif. Merci Madame la conseillère d'État. Comme Madame Demière vient de vous le dire, la stratégie du GIR, donc pour les institutions à risque, en particulier aide et soins à domicile et EMS, qui fait l'objet du point de presse aujourd'hui, se décline en continuité de la stratégie cantonale. Peut-être avant de débuter, quelques chiffres juste pour bien visualiser ce que représente concrètement l'ensemble de ces institutions. On a 42 EMS dans le canton sur 50 sites qui prennent en charge plus de 2800 résidents, 2835 précisément. Il y a divers services d'aide et soins à domicile privés et publics organisés dans les districts qui prennent en charge plus de 11 000 personnes, soit pour des soins, soit pour de l'aide, et diverses institutions spécialisées, 32 qui, là aussi, s'occupent de plusieurs centaines de personnes. Donc vous voyez, beaucoup de personnes prises en charge, et ça veut dire aussi beaucoup de professionnels de la santé, beaucoup de personnes d'encadrement, et c'était important de bien poser une stratégie qui s'inscrit en continuité, en coordination avec la stratégie cantonale. Évidemment, des réalités sur le terrain qui sont très diverses, mais des enjeux qui sont, je pense, en partie les mêmes pour certains, pour tout le monde, et certains enjeux ou missions plus particulières. Je vais me charger de vous présenter les enjeux généraux et les autres intervenants prendront la parole sur les enjeux plus spécifiques. Pour les enjeux clés que nous avons identifiés, il y en a essentiellement 4. Le premier a déjà été explicité par Madame la Présidente du gouvernement, à savoir la sécurité et la dignité des bénéficiaires ainsi que de leurs proches. On sait qu'il y a une vague qui arrive, on sait qu'on aura un enjeu par rapport
à la prise en charge massive de personnes, mais la volonté, c'est de le faire dans la plus grande dignité et en maintenant un niveau de prise en charge de qualité de la meilleure des manières possibles. Deuxième enjeu clé, c'est la sécurité et la capacité à durer des professionnels de la santé et des équipes d'encadrement. On voit depuis plusieurs jours des manifestations de soutien à tous ces professionnels de la santé. Ça passe aussi par leur donner les moyens de faire leur travail le mieux possible, le plus longtemps possible et dans des situations de sécurité. Ça pose des questions logistiques, ça pose des questions de relève et tout ça, évidemment, pour le nombre de personnes dont je vous ai parlé, ça implique une coordination extrêmement importante. Le tout s'inscrit, vous l'avez compris, dans une stratégie qui est unifiée, non seulement au niveau cantonal, mais en coordination avec le niveau fédéral. Par contre, nous avons opté pour une mise en œuvre décentralisée. C'est-à-dire, contrairement à l'HFR, le milieu hospitalier, qui compte certes plusieurs sites, mais disons une entité juridique unique avec une pyramide, une ligne de commandement simple. Là, avec le nombre de partenaires, il nous semblait important, pour éviter l'engorgement, de donner des missions précises et les plus claires possibles à chacun des partenaires pour que, de manière décentralisée et le plus proche du terrain des bénéficiaires, ils puissent agir. Agir, et c'est le dernier enjeu que j'aimerais souligner, évidemment avec diligence, avec responsabilité, en autonomie. Ce sont des professionnels qui connaissent leur mission, en complémentarité, car vous avez bien compris, le travail d'équipe sur le terrain et de manière globale au niveau du canton sera une des clés de la réussite. Et j'ajouterai encore le terme de modestie. Je crois on essaie tous de rester modestes par rapport aux phénomènes qui arrivent et que nous essayons de connaître, mais que nous ne connaissons pas jusque sans si moindre détail. Je l'ai dit donc, en lien avec ces enjeux, des missions communes à tous les partenaires des institutions concernées. Ça concerne naturellement la prise en charge des bénéficiaires de manière digne et sécurisée. Un enjeu surtout en institution, c'est d'éviter la propagation du virus auprès des bénéficiaires et auprès du personnel. Les différents intervenants vous expliqueront les difficultés concrètes, pratiques que ça implique et l'ingéniosité que ça nécessite. Aussi, par rapport à la capacité à durer dont je parlais tout à l'heure, la nécessité de prioriser les prestations pour assurer les prises en charge essentielles au maintien en santé et également pour pouvoir gérer les ressources en personnel pour assurer ces prestations. Enfin, un dernier point qui a son importance, c'est que la stratégie cantonale prévoit de maintenir autant que possible les personnes à domicile, respectivement dans les institutions, d'une part parce que c'est leur souhait le plus souvent, d'autre part parce que ça évite d'engorger le système hospitalier et troisièmement, et c'est extrêmement important aussi, pour permettre une prise en charge digne et éviter des souffrances inutiles. On sait que dans certaines circonstances, le fait de transférer une personne, c'est problématique. Le fait de l'intuber, ça peut aussi prolonger des souffrances. Donc ça, c'est tous des choix difficiles qui seront pris par les personnes sur le terrain, selon des principes qui vous seront explicités tout à l'heure. Je passe maintenant la parole d'abord à un premier groupe de personnes. On va traiter d'abord la question des EMS, donc les institutions médico-sociales, et je passe tout d'abord la parole à M. Miquelian pour la partie plus générale, et ensuite M. Roder pour la situation plus particulière dans un EMS. Merci, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente, conseillère d'État. Je crois qu'il nous a fallu 10 ans pour monter le système Senior Plus et puis monter l'organisation, la coordination entre les autorités, et je crois qu'il nous a fallu 2 semaines pour le réaliser. C'est absolument extraordinaire ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps. Et vous le savez que dans le canton de Fribourg, on a une multiplication d'instances qui interviennent, décentralisées, comme disait M. Ridoré. Et il a fallu tout mettre ces gens ensemble avec les réseaux de district, avec les médecins, qui ont un rôle très important dans notre institution actuellement. Et puis je pense qu'on a réussi ce défi. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est en fait les missions de ces institutions en temps de crise. Les missions sont assez claires. Il s'agit simplement de limiter la propagation du virus dans les EMS, en isolant les résidents atteints et en isolant les unités touchées. Donc en fait, il y a toute une combine pour essayer d'éviter la propagation, et c'est ce qui est mis en place maintenant depuis 2 semaines.
Jusqu'à maintenant, on a bien travaillé dans les EMS et on a de la chance quand même parce que pour l'instant, on n'est pas trop touché. Donc on avance bien. Ça, c'est une grande chose. Et puis, la deuxième chose, c'est accompagner de la manière la plus digne et sécuriser possible les résidents en fin de vie ainsi que leurs familles. On a l'expérience de l'accompagnement des fins de vie dans les EMS. Le phénomène qui est là s'annonce, c'est complètement nouveau, il est clair, mais on a quand même des gens qui sont compétents, qui sont là. Donc, c'est perfectionner ce travail. Je vais vous laisser, en fait, M. Marc Roder, qui est directeur de l'EMS Les Martinets à Villars-sur-Glâne, peut-être expliquer en interne qu'est-ce que ça veut dire, la mise sur pied de ce phénomène, ce qui est beaucoup plus concret, en fait, que l'ensemble de la structure qu'on met sur pied derrière. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Juste quelques informations du terrain. Donc, effectivement, depuis environ 4 semaines, nous avons commencé à prendre des mesures, avant tout des mesures liées à la prévention, à la gestion des entrées. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, 14 jours, nous avons fermé nos institutions, décision lourde de conséquences, nous en sommes conscients. Nous espérons ainsi, à partir de ce jour, avoir éliminé, si je peux employer le terme, les risques de contamination liés à nos visiteurs, à nos familles, risques qui étaient présents jusqu'à ce jour. Le gros problème aujourd'hui, c'est la gestion des risques nouveaux qui sont liés à la contamination interne liée à nos employés. Nous comptons sur eux et tous les jours, nous rappelons les mesures importantes de l'Office fédéral de la santé liées au respect strict de ces recommandations. Nos structures, depuis ces 4 dernières semaines, ont été lourdement restructurées ou adaptées. Cela s'est fait naturellement dans le calme, mais nous avons vu disparaître nos salles à manger collectifs. Nous avons dû restructurer notre service d'animation. Nous avons distribué les repas en chambre. Nous avons dû prendre la température à tous nos employés tous les matins, prendre la température à tous nos résidents 1 à plusieurs fois par jour. Nous avons surtout renforcé toutes les mesures de formation liées à nos collaborateurs pour qu'ils soient prêts à prendre en charge les situations positives qui vont peut-être, on n'espère jamais, mais qui rentrent tranquillement dans nos institutions. Plus que jamais, nous sommes aussi très présents par rapport à nos résidents, le centre de nos préoccupations par rapport au confinement. Cela fait 2 semaines, je l'ai dit, les premiers troubles commencent à apparaître. Les résidents sont, pour certains, en difficulté, surtout au niveau psychique, puisqu'ils sont en manque de contact physique avec leurs proches. Nous compensons cela par une communication adéquate. Nous avons renforcé essentiellement cette communication par des contacts journaliers, téléphoniques, par Skype, par les iPads, de manière à ce qu'on puisse compenser cela au mieux. Voilà. Tout est naturellement donc fait pour être prêt, pour pouvoir assumer ce risque qui risque d'être présent bientôt. Aujourd'hui, par exemple, chaque jour dans chaque institution, nous attendons les résultats des frottis qui se font régulièrement et qui nous obligeront à être prêts à assumer le confinement strict de résidents dans les unités ou dans leurs chambres. Je vous remercie. Merci à Monsieur le Directeur. Un autre partenaire essentiel du dispositif, c'est le médecin répondant des EMS pour parler de ce rôle clé. Je passe la parole au docteur Boscacci. Merci, Monsieur Ridoré. Bonjour à tout le monde. Effectivement, tous les instituts médico-sociaux avaient déjà un médecin répondant. Dans certaines institutions, par contre, il y avait plusieurs intervenants. On a voulu faciliter le travail entre la direction des soins, la direction des instituts et le travail du médecin. Donc un médecin répondant unique a été nommé pour chaque institut dans le canton. Il s'agit là bien sûr de médecins expérimentés qui ont déjà de l'expérience dans les soins avec une expérience en gériatrie. Ce n'est pas une nouvelle fonction qu'ils ont, mais on a régularisé ça pour faciliter la collaboration. Le but est que ces médecins prennent connaissance de la restructuration qui était nécessaire au niveau des soins et au niveau de l'organisation en plus petites unités dans les EMS, qui participent à la mettre en place et qui participent également à la formation du personnel dans cette restructuration. Le but est aussi qu'ils soient constamment atteignables, bien sûr, surtout dans cette période de crise, qu'il y ait un seul partenaire médical pour le personnel, ce qui facilite cette communication.
il y aura un gros focus pour les médecins qui devront suivre les résidents qui éventuellement tomberont malades. Ils devront aussi accompagner les familles, donc on va leur demander d'être très présents sur ce point. Et devront aussi être un soutien pour le personnel soignant parce qu'il y aura des situations probablement qui ne seront pas toujours faciles à gérer. Et en plus de ça, on leur demande aussi d'avoir un œil sur la santé du personnel. C'est à eux qu'on a attribué la fonction aussi de faire les frottis pour voir si quelqu'un du personnel devait devenir positif pour le virus du Covid. C'est tout. Merci au docteur Boscacci. Après avoir parlé du travail en institution, en particulier dans les EMS, un dernier focus sur le travail à domicile et le soutien et la coordination qui sont mis en place au niveau des districts, notamment pour l'aide et soins à domicile. Et pour le faire, je passe la parole tout d'abord à la directrice du réseau santé et sociale de la Broye, Madame Lamblay. Merci, Monsieur le Préfet. Le leitmotiv « Prodiguer des soins de qualité et dignes », c'est ce qui nous occupe au niveau des réseaux, et protéger nos collaborateurs. Potentialiser les forces du réseau, c'est une chance grâce à l'organisation qu'on a dans tous les districts. Les principales missions, c'est piloter. On a revu tous les rôles au niveau du management pour que chacun puisse contribuer à ce pilotage au niveau des réseaux. On a défini des organes de conduite à l'interne. Nous coordonnons énormément, surtout dans la Broye intercantonale. La coordination se fait avec toutes les institutions de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Nous avons des réunions hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires, pour se coordonner entre nous, y compris avec l'hôpital intercantonal de la Broye. Nous avons aussi des coordinations bi-hebdomadaires avec toutes les communes de la Broye. On se rencontre aussi via Skype, entre autres, avec les communes. Avec les communes, on s'occupe effectivement de suivre tout le dispositif sanitaire, tout ce qui est partie accueil des enfants, tout l'ordre public et toutes les problématiques de transport. Nous sommes en lien journalièrement avec le groupe des institutions à risque. Ils sont à l'écoute de tous les inputs qu'on leur fait remonter du terrain et toutes les difficultés et aussi les idées au niveau opérationnel et beaucoup aussi de liens entre tous les réseaux du canton de Fribourg. Une des grandes tâches du réseau pour moi, c'est l'anticipation. Anticipation de chaque phase. Au niveau des soins à domicile, ça a été de travailler sur la réactivité. Réactivité, effectivement, pour prendre en charge tout patient positif à domicile, mais aussi tout patient sortant de l'hôpital. On a la chance d'avoir un dispositif déjà très bien établi dans la Broye où on peut réagir 24 heures sur 24 avec des infirmières spécialisées, notamment en évaluation clinique. Ces infirmières-là, on a, comme disait M. Miquelian, accéléré des processus. Elles sont aussi des renforts pour les EMS. Tout un travail pour prioriser les prestations et pour augmenter les forces du dispositif. Nous avons augmenté le nombre de lits dans nos EMS, prioriser les prestations au niveau des soins à domicile. Très clairement, ça veut dire que des prestations qu'on estime d'aide, donc aide aux courses, aide du petit ménage, nous sommes en voie de réorganisation avec le support des communes. Les communes ont pris le lead pour gérer tout le bénévolat qui va être fait pour ces personnes-là afin que les soignants des soins à domicile puissent se focaliser sur tous les actes de soins indispensables. Nous avons renforcé les lignes téléphoniques car il faut amener du soutien à la population qui nous contacte. Donc nous avons doublé les capacités de réponse téléphonique au niveau des soins à domicile. Renforcer aussi toute la logistique pour que tous les soignants qui puissent faire des activités administratives depuis leur domicile le fassent sans passer dans les bureaux. Nous avons créé aussi des conventions avec toutes les infirmières indépendantes du canton
en étant focalisé sur les infirmières indépendantes de la région. Pour finir, l'intercantonalité, ça peut être source de difficultés, mais dans cette période de crise, c'est une immense source de richesse. Nous échangeons beaucoup sur les bonnes pratiques, sur où on trouve du matériel à un certain moment, parce que ça, c'est des défis quotidiens de pouvoir donner le matériel suffisant à notre personnel. Je tiens à terminer avec un mot ému pour tout notre personnel qui quotidiennement fait face à cette situation. Et je les encourage et leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et sachez qu'à tout niveau, nous maintiendrons le soutien aussi longtemps que cela devra durer. Je remercie aussi les autorités politiques, le préfet de la Broye pour tous les actes de soutien qui sont faits. Merci beaucoup. Merci Madame Lamblay. Enfin, l'ensemble des districts, l'ensemble des réseaux disposent de centres de coordination. Und ich gebe Ihnen jetzt das Wort an Frau Mövli, sie ist von der Koordinationsstelle des Gesundheitsnetzes Sensebezirks. Vielen Dank, Herr Ridore. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben im Sensebezirk uns so schnell wie möglich auch in einer Koordinationsgruppe organisiert. Wie Herr Ridore gesagt hat, wir sind sehr dankbar für die Organisation, die sich kantonal ergeben hat, mit verschiedenen Gruppen, die für uns Richtlinien erarbeiten, die wir dann umsetzen können. Und für uns war es ganz wichtig, diese Koordinationsgruppe einzusetzen, damit die Informationen auch ganz gezielt weitergegeben können und die Leute, die sie brauchen, sie möglichst schnell haben. Diese Koordinationsgruppe ist zusammengesetzt aus den Heimleitern der Pflegeheime im Bezirk, dem Verantwortlichen der Spitex, dem Vizeoberamtmann oder dem Oberamtmann, und wir haben dort auch die Behindertenorganisationen im Bezirk eingeschlossen. Dort war es uns sehr wichtig, wir haben dort Behindertenorganisationen, die über kein Pflegepersonal verfügen, und bei ihnen kommen natürlich die gleichen Fragen auf in Bezug auf Bewohner, die Symptome haben, die sie isolieren müssen. Wir haben für diese Institutionen Pflegefachpersonen gefunden, die per Mandat für sie arbeiten, damit sie ihnen beratend zur Seite stehen können. Wir haben versucht, wie auch das kantonale Organ, verschiedene Szenarien uns vorzustellen, was auf uns zukommen kann und uns entsprechend vorzubereiten. Wir haben die Tagesheime, die geschlossen sind, wir haben das Personal rekrutiert in anderen Organisationen. Wir arbeiten seit dieser Woche mit Unterstützung von Leuten aus dem Zivilschutz. Mit dem Monitoring, das wir täglich erheben, haben wir Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Und wie Frau Lamblay schon gesagt hat, es ist eine große Herausforderung, die Logistik dort hinter für das Material sicherzustellen, damit wir das Personal und die Bewohner genügend schützen können. Es geht auch darum, dass wir in den Pflegeheimen und in der Spitex, in den Behindertenorganisationen anschauen, wenn die Welle kommt, welche Angebote, welche Dienstleistungen behalten wir, was kann abgebaut werden, damit dies auch für das Personal klar ist, dass man sie darauf vorbereiten kann. Dort gibt es dann auch wieder mit der Spitex zusammen ganz logistische, sehr konkrete Probleme mit dem Mahlzeitendienst, der ausgebaut werden muss, weil verschiedene Sachen nicht mehr gewährleistet werden können. Man muss das Doppelte an Plateaus organisieren, damit man, dort haben wir vermehrt Fahrer eingesetzt, damit wir die Mahlzeitendienste, die Plateaus wieder abholen können am Abend, damit sie für den nächsten Tag wieder zur Verfügung stehen. Das sind dann ganz konkrete Probleme, die wir dann täglich lösen im Austausch miteinander. Und was eine große Herausforderung ist in diesen
Tagen ist natürlich auch, dass der ganze Besuch für die Bewohner und für die Leute, die zu Hause Unterstützung brauchen, wegfällt und die Pflegenden die einzigen Personen sind, die diesen Kontakt noch haben. Deshalb ist er eminent wichtig und müssen wir auch zu unserem Personal dort Sorge tragen. Wir haben in den Pflegeheimen auch zusammen mit den Seelsorgern geschaut, dass wir die Leute darauf vorbereiten, dass die Sterbesituationen ganz anders sein werden und dass sie gehäuft auftreten können und dass wir dort versuchen, so gut wie möglich unser Personal und die Bewohner auf das vorzubereiten, was kommen kann. Ich bin in dieser Arbeit, die wir jetzt täglich machen, sehr beeindruckt von all der Unterstützung, die wir erfahren können, auch von Seiten der Hilfsdienste, die mit vielen Risiko, die selbst in ihren Leuten, die arbeiten, die zur Risikogruppe gehören. Und dort haben wir wirklich auch geschaut, wer kann noch arbeiten, was ist noch machbar, und man hat dort auch Leute zusätzlich rekrutiert, die Aufgaben übernehmen können, und zusammen mit den Gemeinden ist sehr, sehr viel am Laufen, und dort ist es eminent wichtig, dass dort die Koordination stattfindet, damit das möglichst reibungslos läuft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Mövli. Comme vous le voyez, c'est un engagement de tous les jours, sur tous les fronts, de l'ensemble des professionnels de la santé sur le terrain. Cette solidarité, cet engagement qu'on a pu observer au niveau des bénévoles, au niveau de la population, est aussi présente au sein du corps des personnels soignants. Ces prochains jours, nous mettrons chaque jour à profit pour continuer d'essayer de se préparer à ce qui arrive. Nous ne pourrons pas arrêter la vague, mais nous allons essayer de la freiner et surtout de faire le maximum pour prendre en charge en particulier la partie la plus vulnérable de la population. Pour ce faire, nous avons pu, ça a été dit par plusieurs personnes, bénéficier aussi d'un soutien politique de tous les bords, dans les communes, dans les districts, mais aussi au niveau cantonal. Et c'est avec ces mots et avec les remerciements pour votre soutien, Madame la conseillère d'État, que je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, l'organisation est complexe et j'aimerais encore saluer l'engagement de tous les professionnels sur le terrain. Une attention particulière a été portée aux collaborateurs et aux collaboratrices. Tout a été mis en place pour assurer une prise en charge digne et sécurisée des personnes vulnérables ou à risque, que ce soit à domicile ou en institution, mais également pour leurs proches. J'aimerais encore ajouter que la mise en place de notre politique de la personne âgée Senior Plus, à l'origine notamment des réseaux de soins au niveau des districts, M. Michelian l'a relevé, on en a rêvé pendant 10 ans. On voit qu'aujourd'hui, cette coordination contribue grandement à faciliter la mise en place d'une organisation de crise, et j'aimerais également saluer l'extraordinaire solidarité qu'on vit aujourd'hui dans le canton de Fribourg. Au terme de ce point presse, je souhaite lancer une fois encore un appel à toutes les Fribourgeoises et à tous les Fribourgeois. Je leur demande de respecter les règles de comportement et dans toute la mesure du possible de rester à la maison. Les capacités en lits de soins intensifs en Suisse vont certainement venir à manquer ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et la capacité que nous aurons à Fribourg de prendre en charge les patients et les patientes aux soins intensifs dans une dizaine de jours va dépendre du comportement aujourd'hui des Fribourgeois et des Fribourgeoises. Celles et ceux qui ne respectent pas les consignes aujourd'hui sont celles qui seront malades dans une dizaine de jours. C'est volontiers maintenant que je réponds à vos questions. Peut-être une question plutôt pour la question MS. Pouvez-vous nous dire un petit peu où on en est actuellement, c'est-à-dire combien de personnes infectées, et puis qu'est-ce qui dicterait, comme le disait M. Roder avant, des mesures de confinement à l'interne plus strictes? Alors peut-être pour la première partie de votre question, donc selon les dernières informations, nous avons 52 cas suspectés ou confirmés en EMS,
un décès. Pour les 52 cas suspectés ou confirmés, on ne fait pas la distinction entre suspectés et confirmés parce que précisément, ça appelle sur le terrain, en principe, des dispositions qui sont identiques, notamment en termes d'isolement. Et ce qui va répondre à votre deuxième question, je passe la parole à M. Roder. Et donc, comme je le disais tantôt, chaque résident voit sa température contrôlée une à plusieurs fois par jour et on observe tous les symptômes qui sont associés, liés surtout aux problèmes respiratoires. Mais ces symptômes sont tous les jours un peu plus nombreux. Aujourd'hui, on parle également de symptômes de type digestif, qu'on n'avait pas forcément il y a une semaine. Donc, chaque fois qu'une situation devient à risque, en collaboration surtout avec nos médecins responsables, qui eux seuls définissent le moment où on isole un résident et le moment où on effectue un frottis pour définir si le résident sera positif ou négatif, on met en place des moyens de protection. D'abord pour le résident, il est maintenu en chambre stricte jusqu'au moment du résultat du frottis, mais pas uniquement le résident, aussi toute l'unité dans laquelle il vit et se voit confiné dans sa chambre de manière un peu plus souple, mais quand même stricte, en attendant, en espérant que le lendemain, 24 heures plus tard, on reçoive un résultat négatif et qu'on puisse lever toutes les mesures qui ont été prises. C'est un petit peu le quotidien de chaque journée. C'est notre première observation du matin quand on arrive au travail, situation du matin. Et on espère tous arriver le matin en n'ayant que de bonnes nouvelles, situation 0, 1, 2. Et puis là, avec les médecins, on définit, les infirmières-chefs ont défini protection phase 1, protection phase 2, mise en place du frottis, et puis, etc., etc. Merci. D'autres questions? Monsieur Marano. Je continue. Il y a des représentants de la PC qui interviennent maintenant en EMS. Est-ce que vous pouvez nous dire combien sont mobilisés aujourd'hui dans le canton de Fribourg et quelles sont leurs tâches sur place? Alors, il y avait 196 PCistes prévus. Ils ont été formés en début de semaine. Ils sont rentrés en fonction réellement mercredi, pour la plupart dans des EMS, mais justement sous la supervision des réseaux dans certains districts. Une partie a été réalloquée plutôt à des besoins liés au réseau, donc ça vraiment, ça dépend d'un district à l'autre. Et c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et les tâches auxquelles ils sont astreints, je crois qu'il y a notamment aussi, on entendait de l'animation parfois, ça peut aussi être ce genre de tâches-là. Oui, volontiers, je réponds à ça. Au niveau du district de la Broye, c'est 21 membres de la PC qui ont été astreints dès mercredi, qui ont été répartis dans les 4 EMS. On a pris cette décision par rapport aux besoins aussi, par rapport au manque de personnel, et pour pouvoir aussi faire bénéficier nos résidents de forces supplémentaires. Donc les principales tâches, effectivement, c'est une partie de logistique, ce qui peut suppléer toutes les parties intendance, même des tâches, ma foi, de nettoyage, parce qu'on doit intensifier toutes les mesures par rapport aux précautions de tout ce qui est hygiène dans nos EMS, mais aussi service au petit déjeuner. On a fait des petits groupes qu'on a briefés pour ce qu'on veut éviter à tout prix. Déjà, c'est qu'un membre de l'APC soit astreint dans une seule institution, qu'il n'y ait pas de mouvement entre les institutions, et à l'intérieur de l'institution, qu'il soit, si possible, astreint à un même type de tâche et qu'il soit vraiment bien briefé dans ce sens-là. Il y a aussi effectivement toute une partie animation, parce que de plus en plus, ça depuis le début qu'on a commencé à fermer nos EMS, c'est de faire plus que de l'animation la plupart du temps en individuel, donc ça demande des personnes supplémentaires, mais c'est aussi pour les résidents finalement un bol d'air assez bienvenu de personnes qui ont cette disponibilité-là. Donc pour l'instant, c'est au niveau de la Broye, c'est quelque chose de bénéfique et on est reconnaissant par rapport à ça. D'autres questions? Oui.
Concernant les soins à domicile, il y a aussi des personnes à risque qui travaillent dans ces soins à domicile. Combien de ces personnes font partie de ces groupes à risque et combien ont décidé de quand même continuer leur travail? Je réponds en partie. Nous avons mis un dispositif où toutes les personnes à risque au sens strict de l'OFSP ont été identifiées. Si on s'en tenait à cette liste-là, par rapport aux 400 employés du réseau santé sociale de la Broye, ça faisait 55 collaborateurs qui étaient définis comme à risque. Mais vous entendez bien que les risques peuvent être différents. Comme on l'a lu ce matin dans la presse, si on a 30 ans et une hypertension qui est traitée et avec aucun autre signe et symptôme, on n'a pas les mêmes risques de quelqu'un qui est peut-être immunosupprimé pour une autre maladie. Donc, on s'est adjoint les services d'un médecin du travail. Chaque personne a été entendue par le service de médecin du travail. Et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé, en accord avec la personne, s'il était capable de continuer son travail et dans quelles conditions il était capable de le faire. Donc, avec ça, on a pu quand même conserver des personnes en activité, plus que ce qui avait été prévu si on avait pris strictement à la lettre toutes les pathologies indiquées par l'OFSP. Merci, M. Page. Une question en ligne du journal La Gruyère. Est-ce que ce n'est pas problématique de faire entrer encore de nouvelles personnes en contact avec la population à risque d'un IMS? Je pense que référence est faite à la protection civile. Est-ce que tous les IMS sont-ils d'accord de prendre ce risque? Alors, c'est évidemment une question qu'on a dû se poser et c'est une question qu'on va devoir continuer à se poser. Peut-être, avant d'y venir, je complète la réponse à la question tout à l'heure. Selon les derniers chiffres que nous avons, on a d'une manière ou d'une autre environ 400 personnes de personnel qui sont indisponibles, qui seraient indisponibles pour une raison ou pour une autre. Il y en a certains parce qu'ils sont infectés eux-mêmes, d'autres parce qu'ils sont identifiés comme des personnes vulnérables ou pour d'autres raisons, maladies, accidents, de façon courante. Donc évidemment, cette question de la gestion des ressources est extrêmement importante. Elle ne peut pas se faire de manière unilatérale et uniforme au niveau cantonal, mais ça demande une appréciation vraiment sur le terrain. Comme l'a dit Madame la conseillère d'État, on reviendra ces prochains jours avec des informations par rapport à cette question des ressources en personnel en général. Pour ce qui est de la PC, c'est ce qui nous a fait attribuer la supervision des gens de la PC au réseau de santé, parce que c'est eux, en fonction de leur réalité, dans leur terrain, dans leur district, ou dans certains cas, c'est adéquat, c'est adapté de les faire plutôt travailler en EMS parce que la situation dans les EMS le permet ou le nécessite. Et puis dans d'autres cas, ça a été effectivement plutôt gardé pour des forces, pour renforcer le réseau lui-même et lui permettre de soutenir et accompagner. Et on peut aussi imaginer des cas où il y a des soutiens pour les aspects plutôt aide et soins à domicile. Je ne sais pas si un des autres intervenants veut compléter la réponse, M. Roder. Alors effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des structures, des EMS qui sont relativement peu touchées ou fortement touchées déjà par un peu d'absentisme de leurs collaborateurs. Donc d'une structure à l'autre, on est très content, très heureux d'accueillir des hommes de la protection civile. Certains les ont accueillis mercredi, d'autres, comme la nôtre par exemple, a préféré de ne pas les accueillir dans un premier temps parce qu'on n'est pas trop touché aujourd'hui par cet absentisme de ressources humaines. On pourra peut-être le regretter dans quelques semaines, parce que pour accueillir ces gens, il faut aussi quelques semaines pour les former, leur donner des bonnes habitudes et puis pouvoir compter sur eux lorsqu'on en a vraiment besoin. C'est un facteur risque que chaque direction a dû prendre en considération, mais je pense que ceux qui les ont accueillis sont bien intégrés, ça se passera très bien, et ceux qui ont été prudents devront assumer aujourd'hui et puis espérer dans 15 jours, dans un mois, pouvoir en avoir si on en a besoin. Voilà, merci. D'autres questions?
Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vous... Pardon, oui, excusez-moi, monsieur. Encore une question que ma collègue m'a donnée, parce qu'apparemment, il y a des rumeurs dans le district de la Saint-Gilles que des personnes qui ont été testées positivement dans les EMS ont été transférées dans des autres EMS qui n'ont été pas encore touchés par le virus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous parlez du personnel ou des résidents? Des résidents. Dans les résidents, on n'a aucun, jusqu'à hier, qui a été positif. On a quelques personnes en isolement de protection parce qu'ils ont démontré un ou un autre symptôme, mais on n'a pas des personnes qu'on a transférées d'un EMS à l'autre. On a des directives concernant des entrées dans les EMS que tous les médecins qui sont maintenant responsables des EMS sont bien au courant, et puis avec les infirmières-chefs en même temps, et puis on essaye de protéger au mieux quand on fait des entrées de l'hôpital ou de l'externe. Voilà, d'autres questions? Alors, si ça n'est pas le cas, il me reste à vous remercier infiniment et à vous souhaiter une bonne journée. Merci, prenez soin de vous.